Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de la série de webinaires nationaux handicap et emploi, animé par le FIPHFP tous les 15 jours depuis maintenant mars ou avril 2021. Nous vous donnons aujourd'hui rendez-vous pour cette thématique autour du conventionnement. Nous sommes déjà, je crois, 80 ou 90 en ligne de toute la France, donc cet événement est organisé par le Handipact Centre-Val de Loire et nous avons, vous allez le découvrir, de nombreux invités aujourd'hui pour nous partager leurs expériences de conventionnement avec le FIPHFP. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de réfléchir à cette convention ou alors vous êtes en train de la mettre en œuvre, vous avez peut-être des difficultés ou vous cherchez des idées dans sa mise en œuvre, des bonnes pratiques pour la faire vivre, ou alors vous êtes peut-être une petite collectivité, petite entre guillemets, qui travaille avec le centre de gestion. Nous en aurons également des témoignages aujourd'hui. Et vous vous demandez ce que peut apporter cette convention sur la politique handicap de votre établissement. Autant de questions ou de situations que nous allons essayer d'aborder ce matin. L'objectif étant de découvrir ensemble comment une convention FIPHFP peut être la plus utile possible pour vous aider dans la structuration des politiques handicap. Nous sommes donc ensemble pendant à peu près 1 heure et je vous présente tout de suite les invités avec lesquels nous aurons le plaisir de partager cette matinée. Nous aurons donc Christian Mabon, représentant du FIPHFP. Je vous invite d'ailleurs à allumer votre micro et votre caméra puisque nous allons commencer ensemble. Christian qui est chargé de convention FIPHFP, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour, vous nous entendez, c'est super. Nous aurons dans un deuxième temps avec nous différents employeurs. Monsieur François-Xavier Baude, directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Blois. Nous aurons également Bruno Gendron, anciennement chargé de mission égalité des chances du personnel en situation de handicap à l'Université d'Orléans, mais également, si je ne me trompe pas et vous me corrigerez, premier vice-président de la Fédération des aveugles de France, également partie prenante au comité national du FIPHFP. Nous aurons l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Nous avons également avec nous 2 centres de gestion. Le centre de gestion 37 avec son correspondant handicap Alain Crespin et le centre de gestion 36 avec son président Xavier Elbaz, également maire d'une commune de 3000 habitants dans la région. Et bien d'autres casquettes, nous aurons également l'occasion d'en discuter. Et Élodie Combier, correspondante du centre de gestion 36. Nous sommes ensemble pendant à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Je vous invite, alors contrairement à ce qui était indiqué dans la vidéo, maintenant le chat est en bas de l'écran, la plateforme a un tout petit peu évolué, mais vous avez déjà pour certains d'entre vous commencé à l'utiliser. Je vous invite à poser vos questions, à réagir, à interagir entre vous également. On est ce matin sur un échange de bonnes pratiques, même si on est en webinaire, donc sur plutôt un temps d'inspiration, de partage de témoignages, mais rien ne vous empêche d'apporter votre contribution à ces échanges. Je vous propose de commencer tout de suite, justement, pour découvrir ces fonctionnalités, par un petit sondage qui va s'afficher donc à droite de votre écran, qui va nous permettre de peut-être mieux cerner votre situation, mieux cerner vos attentes de vous qui êtes parmi nous ce matin. Alors, pour vous, et plusieurs réponses sont possibles. Le conventionnement avec le FIPHFP, et je parle autant du conventionnement pour les employeurs que pour les CDG. Pour vous, votre établissement s'y est déjà engagé. Vous êtes soit en première convention, soit en renouvellement. Ça m'intéresse ou ça intéresse mon établissement, mais je n'ose pas encore franchir le pas, et donc vous êtes peut-être là pour avoir des informations. Hors de question, c'est pas une question dans ma structure, mais vous avez peut-être envie de mieux comprendre comment cela fonctionne, et d'ailleurs j'en profite pour saluer les Cap Emploi qui sont probablement parmi nous également aujourd'hui. Ou alors, autre possibilité, vous cherchez des idées et des bonnes pratiques ce matin, et c'est pour ça que vous êtes parmi nous. Et j'aurais pu rajouter une case autre à la rigueur pour ceux qui auraient d'autres motivations ce matin par leur présence. Je vais tout de suite voir l'onglet sondage, vous avez dû le découvrir. Alors, et je partage les résultats. Normalement, vous avez les résultats au fur et à mesure. Vous êtes nombreux à nous dire que vous cherchez des idées, des bonnes pratiques, donc j'en appelle à nos intervenants aujourd'hui
à partager les différents projets, idées, enjeux que vous avez actuellement. On y viendra dans les témoignages. Pour un grand tiers d'entre vous, vous avez envie de comprendre, de mieux comprendre comment le conventionnement fonctionne. Et donc là, ça va être toute notre première partie avec Christian Mabon pour reposer le cadre. Qu'est-ce qu'une convention? Qui peut y prétendre, etc. Vous êtes 23% à déjà être conventionnés. Certains d'entre vous, ça vous intéresse, mais vous n'avez pas encore osé franchir le pas. Vous êtes 3. Donc, ce sera peut-être l'occasion à la fin de cette séquence de vous dire ah bah oui, absolument, il faut que j'y aille, ou alors au contraire, peut-être pas, on ne sait jamais. Et pour aucun d'entre vous, hors de question, bon, heureusement, ça me rassure. On peut commencer, donc je vous remercie de cette première contribution. Monsieur Mabon, pourquoi est-ce important, peut-être pour première question pour vous, pourquoi est-ce important pour le FIPHFP de développer des conventions, que ce soit avec les employeurs ou les centres de gestion? Alors pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des conventions avec les employeurs, hein, tout simplement par rapport à la plateforme où vous avez une aide ponctuelle pour lequel le règlement vous est fourni après un devis facture. Donc le conventionnement vous permet plusieurs choses. D'abord, de structurer votre politique handicap sur la durée. Hein, généralement, les conventions sont de 3 ans, donc ça vous permet de penser un peu ces 3 prochaines années en matière de politique handicap, de vous poser et de réfléchir. Deuxièmement, ça vous permet également de disposer d'une avance de trésorerie, ce qui n'est pas non plus négligeable, c'est-à-dire qu'à la signature de la convention, on vous verse généralement un montant qu'on négocie entre nous, qui est généralement aux alentours des 30%. Et enfin, pour nous, c'est un partenariat aussi avec les CDG qui sont un relais sur le territoire du département. Nous, on n'a pas du tout la capacité en termes d'ETP à avoir en direct l'ensemble des collectivités territoriales de la France. Et du coup, on a besoin de ce partenariat avec les CDG pour qu'ils puissent diffuser la politique handicap au sein des petites collectivités du département. Voilà, donc un peu résumé, pour nous, l'intérêt de conventionner avec à la fois les employeurs et à la fois les CDG. Super. Merci pour ces premiers éléments, en effet, sur les attendus du FIPHFP. Et on voit bien là que c'est donnant-donnant, en tout cas que les intérêts sont bien partagés entre les employeurs et le FIPHFP dans cette démarche. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de centre de gestion, d'employeurs. On va essayer de distinguer les deux, puisqu'il en existe 2 types. D'ailleurs, Christian, vous avez commencé à parler de partenariat avec les CDG. Quelles sont les différences, justement? Pouvez-vous nous expliquer la différence entre une convention employeur et une convention centre de gestion? En quoi les deux consistent? En fait, c'est très simple. Avec les employeurs, hein, nous travaillons en direct avec les employeurs, qu'elles soient de la fonction publique territoriale, de l'État ou de la fonction publique hospitalière. Donc, on élabore le projet de convention généralement avec les référents handicap, avec les DRH, enfin, tout l'ensemble des personnels de ces établissements. Alors que pour les CDG, pour nous, ce sont des relais de la diffusion de la politique handicap. Donc, on est en accompagnement du travail que fait le CDG pour, quelque part, le compte du FIP. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler avec les CDG pour que la politique handicap se diffuse dans les petites collectivités. Et pour nous, une convention CDG, c'est traduire ce partenariat qui s'oriente sur plusieurs thématiques, une partie communication, une partie recrutement, une partie maintien dans l'emploi. Mais ce n'est pas, je dirais, pour les agents du CDG, mais pour les agents des collectivités que représentent les CDG dans le département. Et alors, pour les employeurs, quels vont être, vous, les principaux enjeux que vous allez pousser dans les conventions avec les employeurs, là, parce qu'on a eu la partie CDG? Alors, pour les employeurs, le FIP attend d'une convention plusieurs éléments. D'abord, un engagement sur le recrutement avec un focus particulier sur l'apprentissage. Ensuite, aussi un point qui est important, c'est le maintien dans l'emploi, qui se traduit à la fois dans les conditions de vie, mais aussi dans les formations.
Et après, bien sûr, la partie communication et sensibilisation qu'il ne faut pas oublier, qui est un point extrêmement important. Et on a aussi des parties actions innovantes qu'on souhaite faire développer, qui sont bien sûr pas obligatoires. Mais ces actions innovantes ont doivent avoir un impact sur l'inclusion, quelles que soient les modalités de cette inclusion. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, on voit bien, et puis j'imagine que ce sera pondéré après selon la situation de l'employeur. Tout cela s'organise dans une discussion, évidemment, et puis dans l'accompagnement, les objectifs vont pouvoir être pondérés. On va mettre l'accent sur telle ou telle chose, mais en résumé, voilà, le côté centre de gestion va être sur une logique de partenariat et d'accompagnement par ricochet des différentes collectivités qui sont accompagnées par le centre de gestion. Et pour l'employeur, sur les différents axes qu'a mentionné Christian Mabon, le FIP va pouvoir arriver en soutien à la fois sur le recrutement, sur le maintien en emploi, sur la communication, etc. Peut-être pour mieux se rendre compte de l'étendue de ce spectre d'action, un nouveau petit quiz. Selon vous, en 2021, combien de conventions ont été engagées avec le FIPHFP seulement sur cette année-là? Et on parle à la fois des conventions employeurs et à la fois des conventions centres de gestion. Comme tout à l'heure, le sondage s'affiche normalement à la droite de votre écran dans l'onglet sondage. Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Et puis, Christian pourra nous apporter quelques éléments de précision dans un instant. Alors, Christian, je ne sais pas si vous avez accès aux résultats. Pour l'instant, on est sur une grande majorité, 78% nous indique 129 conventions, mais on en a 12-13%, ça évolue, qui nous dit 29 conventions, et 11% qui nous dit 329 conventions. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu l'étendue quelle est la bonne réponse là-dessus? Alors, l'année dernière, donc en 2021, on a signé 129 conventions avec les employeurs et les CDG, les deux employeurs réunis. Après, un autre chiffre pour vous, pour avoir un peu un ordre de grandeur, on a à peu près 350 conventions en stock, c'est-à-dire pour lequel il y a un processus de gestion qui est en cours, c'est-à-dire qu'on attend des bilans, qu'on attend peut-être un renouvellement. Et le budget global pour le conventionnement est à hauteur de 50 millions environ. C'était un peu pour l'année dernière le budget qu'on a eu, qui a été reconduit cette année. D'accord, ok. Donc il y a en tout cas j'imagine pour 2022 une possibilité de peut-être à peu près une centaine de nouvelles conventions qui pourront peut-être être signées, j'imagine. C'est notre objectif. C'est l'objectif. Ok, comme ça on dévoile les objectifs en même temps. Bon, j'imagine que c'était pas un secret de Polichinelle. Alors, est-ce que tous les employeurs qui nous écoutent peuvent conventionner avec le FIP? Prochaine question pour vous, Christian. Oui, tout à fait. Donc, les conditions sont sont peu restrictives. D'abord, il est nécessaire d'être un employeur public, donc que ce soit de la fonction publique territoriale, hospitalière ou de l'État. Donc, ça implique aussi certains établissements pour lesquels la qualité n'est pas forcément évidente. On peut travailler ainsi avec les GIP, par exemple, ou certaines chambres de commerce, vous voyez, donc des statuts un peu particuliers, mais qui ont comme référence d'être publics. Ensuite, les effectifs, effectivement, la limite de 550 agents, parce qu'en fait, si vous prenez 6% de 500 agents, ça fait à peu près une trentaine d'agents. Donc, monter une politique handicap pour une trentaine d'agents, ça peut être assez lourd parce que je ne vous cache pas que s'engager dans un conventionnement, ça demande un certain travail. Le suivi de cette convention demande aussi un certain travail. Donc, quelque part, il faut que le nombre d'agents bénéficiaires soit relativement important pour justifier de cet engagement auprès du FIP. Après, on a aussi des conventions avec des toutes petites collectivités qui portent surtout sur l'apprentissage.
Il existe en France quelques petites collectivités d'une centaine de TP, par exemple, pour lesquelles l'engagement local sur l'apprentissage est à soutenir et nous, on le soutient et on le développe en signant avec eux des conventions qui sont axées pour 99% sur des dépenses d'apprentissage. Ok. Et autre condition que vous n'avez pas mentionnée, mais qui était, ou alors ça m'a échappé, qui était également à l'écran, évidemment, d'être à jour de sa contribution. Vous n'allez pas. Effectivement, c'est un point essentiel, mais c'est vrai que c'est un point qui est, je dirais, quasiment acquis, quoi. Donc, qui paraît évident, hein, mais bon, c'était quand même intéressant de le rappeler. Et côté centre de gestion, là, pour le coup, tous les centres de gestion, d'ailleurs, je crois, à ce jour, sont conventionnés, ou 99%. Quasiment. On a quasiment tous les centres de gestion de métropole et d'outre-mer. Il n'y a aucune condition pour conventionner avec une convention de partenariat. On a même quelques centres de gestion qui ont des conventions employeurs parce qu'ils ont un axe fort sur l'apprentissage en tant qu'employeur et on les soutient volontiers dans cette démarche. Donc, il y a certains. C'est une double convention ou c'est deux? Non, c'est deux conventions différentes. Deux conventions distinctes, à la fois côté employeur et côté CDG. Voilà. Ok, super. Eh bien, c'est très clair de mon côté. Si jamais vous avez des questions, je vous invite, que ce soit à Christian ou à nos prochains invités, je vous invite à les poser sur le chat, hein, c'est l'occasion. Alors, pas des questions individuelles, on n'est pas sur de l'accompagnement individuel aujourd'hui, mais il y aura des prises de rendez-vous possibles, mais plutôt d'ordre général sur le cadre de la convention, les conditions, etc. Je vous invite à poser vos questions, on y répondra volontiers dans la mesure du possible. Prochaine question, et pour clôturer ce chapitre, il nous restera un petit élément ensuite. Si vous avez bien été attentif, a priori, ça devrait être absolument évident pour vous. Quelle est la durée d'une convention FI-PHFP? Quoique, il y a peut-être une petite nuance à apporter. Est-elle d'1 an, de 3 ans ou de 4 ans? Comme tout à l'heure, maintenant vous avez l'habitude. La question est dans l'onglet sondage. Bon, là, c'est un 100% pour l'instant, hein, je vous laisse répondre, mais on a une réponse qui nous dit 4 ans et elle n'est pas complètement fausse. Christian, est-ce que vous pouvez nous apporter cette petite précision sur la durée des conventions? Tout à fait. Donc, la réponse, c'est 3 ans. C'est-à-dire que la convention qui vous est proposée porte sur les 3 prochaines années, généralement du 1er janvier au 31 décembre. Et dans certains cas, on peut prolonger la convention d'1 an. Ça se fait très simplement sur une demande de l'employeur. Donc, on a été un petit peu piégeux puisque finalement, les deux réponses pouvaient être correctes, à la fois 3 ans dans la majorité des cas et de manière, à la signature, en tout cas, c'est la durée qui est signée, et puis 4 ans quand il y a un renouvellement qui est envisagé. Voilà. Ok, alors, prochaine question, et on clôturera ce chapitre sur le cadrage général, on va dire, de ce qu'est une convention FIP. Christian, comment s'organise l'accompagnement des employeurs de la part du FI-PHFP? Comment sont-ils soutenus et accompagnés dans cette démarche? En fait, les employeurs ont trois contacts. D'abord, le premier et le principal, hein, c'est le DTH qui est implanté en région. Donc, vous trouverez la liste des personnes sur le site du FIP. Donc, c'est votre premier contact et votre premier relais. Ensuite, vous avez mes collègues et moi pour la partie instruction du projet. Et quand la convention est signée, elle passe en gestion où là, il y a une personne qui est nommément identifiée et qui est affectée au suivi de la convention pendant les 3 prochaines années ou la 4e. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un interlocuteur permanent qui est le DTH, ensuite mes collègues et moi-même pour la partie instruction, et enfin le chargé de suivi qui, lui, assure la régularité de la convention pendant les 3 prochaines années. Par rapport à la plateforme, vous êtes beaucoup mieux accompagné sur la partie conventionnement que sur la plateforme, où vous n'avez pas d'interlocuteur dédié sur une aide précise. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. On a une question pour vous, Christian, une question de Thomas qui nous demande
quelle fraction d'ETP est-elle nécessaire pour gérer une convention au quotidien sur sa durée et quel est le profil idéal? Est-ce plutôt un administratif, un médical? Alors peut-être que vous êtes, je ne sais pas de quelle fonction publique êtes-vous, et puis peut-être que les employeurs tout à l'heure pourront nous apporter également leur témoignage là-dessus. Mais Christian, vous avez C'est peut-être une recommandation de la part du FIP? En fait, c'est très varié sur le profil. En fait, je me trouve face à des référents qui ont souvent des formations très diverses, très variées, mais un point commun les anime, c'est qu'ils ont envie de participer à la politique handicap. Ça, c'est, je dirais, le point essentiel, c'est d'avoir envie à la fois de conventionner, mais aussi avoir l'envie de diffuser cette politique handicap. Parce qu'être référent, c'est un métier vraiment à temps complet. Après, il n'y a pas de formation particulière qui y mène, même s'il existe des diplômes universitaires sur ce métier-là. Mais pour ma part, je rencontre une très grande variété de profils et à la limite, c'est tant mieux parce que ça me permet d'avoir des situations extrêmement variées, ce qui fait que mon métier, en fait, est très riche sur cette partie-là. Après, sur la fraction de TP, je dirais que c'est un métier qui est très exigeant et qu'au-delà de 500, 600 ou 800 ETP, être à mi-temps peut des fois se révéler très compliqué. Parce que vous allez devoir, en tant que référent, avoir le contact de l'ensemble des BOE qui peuvent être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, donc assurer un suivi individuel. Puis après, être un peu le chef d'orchestre de toutes les aides qui peuvent intervenir. Et là, c'est très chronophage. Oui. D'accord. Et je vous invite également à partager peut-être dans le chat, on est une centaine connectés aujourd'hui, vous, dans vos collectivités, dans vos structures, combien de personnes gèrent cette convention FIP? Ça peut donner à Thomas un retour d'expérience. On avait également une question de Johanna. Y a-t-il un avantage à conventionner pour bénéficier des aides techniques pour les agents en formation? Alors, je ne sais pas s'il s'agit des agents en apprentissage. Voilà, je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus, Christian. Sur le conventionnement lié à l'apprentissage, nous, effectivement, on finance la même chose que sur la plateforme, mais l'intérêt de la convention, c'est de disposer à la fois d'une trésorerie et d'anticiper les recrutements sur l'apprentissage. Et quelque part, si vous anticipez, vous facilitez le travail plutôt que de demander les aides une à une sur la plateforme. Donc pour moi, c'est un travail de simplification. Et quand vous êtes sous convention, nous, au FIP, on vous demande vos objectifs sur l'apprentissage que vous devez valider en interne, qui sont partagés par la direction de l'employeur. Et ça constitue aussi un engagement très fort de l'employeur. Donc c'est pour ça que je vous invite à conventionner, même si vous êtes une petite collectivité sur l'apprentissage. Et ce qu'on n'a pas mentionné en complément, peut-être, c'est qu'un employeur qui, hors convention, va être limité dans son enveloppe budgétaire à un plafond de 40 000 € annuels. Vous me corrigez, Christian, mais il me semble que c'est toujours ça. C'est ça, alors que le fait de conventionner va pouvoir dépasser ce plafond dans le budget qui sera négocié dans le cadre de la convention, dans le cadre de votre projet que vous allez développer. Cela vous permettra également, si vous recrutez beaucoup d'apprentis, ça peut représenter des aides conséquentes et donc vous faire dépasser ce plafond de 40 000 € annuels. Donc voilà aussi un des intérêts de la convention, outre le fait de disposer d'une trésorerie, puisque vous avez un versement au début de la convention d'une partie d'un tiers, me semble-t-il, de cette convention. Vous avez cette avance de trésorerie, mais surtout ça vous permet de dépasser ce plafond quand on est, qui peut arriver vite atteint parfois dans certaines situations quand vous avez, par exemple, beaucoup d'apprentis dans votre structure. Exactement. Alors, je prends peut-être une dernière question et puis on va passer au témoignage des employeurs. Isabelle nous demande, sans rentrer trop dans la technique, Christian, mais comment se définit l'enveloppe financière des 3 ans? Disons que, sans révéler de secret, c'est une négociation entre l'employeur et le FIP. Cette négociation dépend à la fois pour un employeur qui est déjà en place, qui a déjà conventionné, on se base sur le réalisé tout simplement. Et s'il y a un investissement sur l'apprentissage, on est prêt à aller au-delà.
mais tout ça, c'est des négociations qui se font lors de l'instruction, en accord avec le DTH et en accord avec l'employeur. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est être au plus près de la réalité du terrain et aussi favoriser le recrutement et notamment avec un focus extrêmement important sur l'apprentissage. Super. Merci beaucoup pour ces précisions. Et Isabelle nous demandait comment est contrôlée ensuite l'utilisation des fonds. Alors là, on ne va pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous avez des bilans à remettre, Exactement. voilà, des rédactions, des tableaux de suivi, des dépenses, etc. Donc tout cela est bien encadré et vous avez pour cela des interactions avec votre chargé de suivi de convention qui va vous permettre de vous appuyer dans ces démarches, mais tout cela est bien suivi dans le temps tout au long des 3 ans. Ce n'est pas seulement au début et à la fin, mais bien tout au long de la convention que vous allez avoir des allers-retours et des échanges avec le FIPHFP. Puisque le temps file déjà, je vous propose d'accueillir maintenant 2 employeurs que sont le centre hospitalier de Blois, et nous avons la chance d'avoir parmi nous son DRH, monsieur François-Xavier Baud, ce matin, et également l'Université d'Orléans, avec Bruno Gendron, qui contribue également, comme je le disais tout à l'heure, à la fois sur l'Université d'Orléans, mais qui est également engagé par ailleurs, et qui vont pouvoir aussi nous donner leur retour d'expérience. Alors, je me permets de réactiver vos micros. Voilà, c'est bon pour vous. Est-ce que vous nous entendez bien, peut-être? Oui, très bien. Bonjour. Et également, on attend la connexion avec monsieur Gendron. On va pouvoir peut-être du coup commencer avec vous, monsieur Baud. En quoi, suite d'ailleurs aux échanges, et vous pourrez réagir aussi aux propos qui ont été échangés, en quoi pour vous, au centre hospitalier de Blois, la convention FIP est-elle utile? Bien, écoutez, je dirais que la convention, elle est utile parce qu'elle a permis, depuis plusieurs années maintenant, d'asseoir une politique handicap. On était, comme beaucoup d'employeurs par le passé, plutôt sur une logique du coup par coup, où on essayait de traiter de la meilleure manière les situations individuelles. Mais là, ça nous a permis, depuis 2013 maintenant, puisqu'on a quand même pas mal d'antériorité au sein de l'hôpital, ça nous a permis de prendre de la hauteur. Et en parallèle, je dirais, de ces situations individuelles qu'on continue à suivre et à gérer au quotidien, on a pu engager des actions un peu plus globales, plus structurelles. Et je crois que c'est ce qui a permis à cette politique de s'inscrire dans la durée, 2013-2021. Et puis maintenant, à partir du 1er janvier 2022, on a lancé notre 3e convention. Je ne pense pas que si on était dans cette logique du coup par coup, avec parfois aussi des changements d'acteurs, et puis de politique sociale ou politique tout court, au sein de notre hôpital, je ne suis pas sûr qu'on pourrait avoir les mêmes résultats. Donc vous, ça vous a permis de vous structurer pour réagir suite à ce qui a été échangé. Oui, allez-y. Oui, il y a d'autres avantages que je peux souligner, moi, en tant qu'employeur, c'est que le montant qu'on a pu dépenser ces dernières années au titre de la politique handicap, il est évident qu'il n'aurait jamais été atteint si on était resté dans ce que j'appelais, moi, la politique du coup par coup. Voilà, il y a une attractivité aussi liée à ces conventions. Nous, on a bénéficié par le passé d'un véritable accompagnement et soutien financier du FIP. Et ça, c'est un vrai plus et ça se traduit concrètement dans nos services. Et puis, peut-être dernier point, qui là est peut-être dépendant de la taille des structures et de la nature des métiers qu'on représente. Mais en tout cas, au sein de l'hôpital, ça nous a permis d'avoir un véritable dialogue social, puisqu'on a, dès le début, associé les représentants du personnel dans le cadre du CHSCT à cette politique. Donc, ils ont toujours été présents quand on a été défendre les dossiers au niveau régional pour faire valider les conventions. Et donc, en interne, ça nous permet d'avoir un dialogue assez nourri. Parfois, bon, le dialogue avec les syndicats n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les mêmes points de vue, ou c'est parfois des débats stériles. Ben là, on est vraiment sur du concret, sur de l'accompagnement, sur de la gestion de situations individuelles. Et c'est vraiment un dialogue social très, très intéressant, très utile. Et moi, en tant que DRH, je m'y retrouve par rapport à ça.
Merci beaucoup. On a des questions qui vous viennent, Monsieur Baud, entre autres, sur cette logique d'entraîner peut-être les différentes parties prenantes, ce qui a permis la structuration de cette politique handicap. Sonia nous demande par exemple comment fédérer l'ensemble des responsables de service, des agents de votre hôpital, afin que chacun se sente impliqué dans cette démarche. Est-ce que vous avez une réaction? Et puis, Isabelle nous demande également comment la convention facilite-t-elle la mise en place de nouvelles actions? Voilà, peut-être je me permets de prendre ces questions. Je dirais qu'il y a deux aspects pour essayer de fédérer en interne. Le premier aspect, c'est qu'il y ait une direction générale et une DRH qui portent vraiment cette politique, qui la soutient, qui la déploie, qui en fait vraiment un axe fort de sa politique RH. Je dirais que c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui s'impose d'une certaine manière aux acteurs. Et puis ensuite, il y a tout le travail de formation, de sensibilisation qu'on fait auprès du terrain, des agents, des managers. Et ça, c'est un travail de longue haleine, hein, parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais c'est ce qu'on fait, par exemple, en ce moment, quand on organise des formations dédiées à la protection sociale pour expliquer aux managers un petit peu pourquoi un agent peut basculer en mi-temps thérapeutique, pourquoi après 2 ans d'absence, en CLD, il revient avec un poste aménagé. Donc, on a tous ces échanges-là. Et donc, ça se fait via la formation et via les relations quotidiennes qu'on a avec le management. Donc, alors pour répondre à la question, je dirais qu'il y a deux aspects. Il faut qu'au niveau de la politique générale de l'établissement ou de la collectivité, ce soit un axe fort. Et ensuite, il faut déployer une multitude d'actions, notamment de communication, pour que chacun entre dans cette logique. Absolument. Merci beaucoup pour ces propos très structurés et puis ce résumé, ces deux éléments. Est-ce que Bruno Gendron, vous êtes parmi nous? Est-ce que votre micro fonctionne? Ça y est. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Très bien, 5 sur 5. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous. Alors pour vous, à l'Université d'Orléans, quelles sont les raisons qui ont poussé l'université à signer une première convention? Vous êtes sur la mouture depuis 2020. Alors, je reprends les propos de Monsieur Baud, qui reflète un peu en tout point la problématique qu'on avait à l'Université d'Orléans. Alors, au départ, on était effectivement sur une logique de coup par coup. Je parlais hier quand on a préparé ce séminaire d'un travail plutôt au fil de l'eau. Ça revient un peu à ça. On a eu la loi Fioraso de 2013 qui nous a conduit en fait à élaborer un schéma directeur handicap avec un certain nombre de volets. Et ce schéma directeur handicap était le document, alors non seulement obligatoire pour les universités, mais en plus, c'est un des préalables pour que les universités conventionnent avec le FIP. Il faut savoir que l'obligation d'emploi pour les universités, elle n'est pas si ancienne que ça, et les universités sont contributrices depuis finalement assez peu de temps. Et puis ensuite, on a effectivement proposé cette convention avec le FIP. C'était j'allais dire, la suite logique. Alors, pour essayer d'ajouter des choses qui n'ont pas été dites, la première chose qui pourrait être, qui est de mon point de vue intéressante, c'est de se dire, et je pense que l'hôpital peut être un peu assimilé à l'université de ce point de vue, c'est que on a au sein de l'université à la fois des professionnels, mais aussi des étudiants. Et chez nous, la politique en direction des étudiants en situation de handicap, elle date d'une 40aine d'années. Mais évidemment, le fait qu'aujourd'hui, on ait cette politique handicap en direction du personnel, c'est-à-dire à la fois des enseignants-chercheurs, des enseignants et des personnels administratifs, évidemment que ça a un effet positif sur l'accompagnement aussi des étudiants, même si c'est pas le cœur de métier. La deuxième chose, c'est une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat, c'est combien de temps il faut y consacrer. Je dirais que Christian Mabon l'a dit clairement, je crois qu'il faut vraiment y consacrer du temps si on veut que ça fonctionne.
chez nous, on s'est aperçu que un mi-temps y était consacré. Vous avez un peu cité mon intervention au passé, parce que pour le dire à tout le monde, j'ai fait valoir mes droits à la retraite au 1er janvier 2022, donc je peux encore parler de l'université et en accord d'ailleurs avec son président, et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai conscience que un mi-temps de référent handicap, par rapport à la taille de l'université, n'est pas suffisant. Il faudrait pouvoir aller plus loin. Voilà ce que je voulais dire, un peu en complément de ce qui avait été dit, puisque je me reconnais vraiment dans les propos qui ont été tenus par Monsieur Baud. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être, puisqu'on a une question d'Isabelle à ce sujet, pouvez-vous nous donner quelques exemples d'actions spécifiques ou d'actions concrètes que vous avez pu mettre en œuvre grâce à cette convention, peut-être sur vos différents axes, ou reprendre les grands enjeux actuellement, pour illustrer un petit peu le quotidien de cette convention, ce que ça vous a permis de déployer dans vos établissements, pour ceux qui n'auraient pas encore de convention aujourd'hui? Oui, donc en ce qui concerne l'hôpital de Blois, je dirais qu'il n'y a pas d'action très innovante, mais par contre, il y a une multitude d'actions qu'on a pu déployer. Bon, évidemment, la formation, alors à la fois des formations individuelles à la reconversion, des formations qualifiantes, mais aussi, je l'évoquais un peu tout à l'heure, les formations à destination des managers, de l'encadrement, pour sensibiliser tout le monde. Les formations aussi à la manutention et avec des éléments de prévention par rapport au handicap ou aux problèmes physiques qui peuvent se poser à long terme. Ensuite, deuxième grand axe pour nous, c'est l'adaptation des postes de travail, du matériel ergonomique, ce qu'on appelle le maintien dans l'emploi, hein, pour favoriser l'exercice des fonctions de chacun. Les études ergonomiques chez nous, elles sont assez nombreuses puisqu'on a la chance d'avoir un ergonome qui est salarié par l'hôpital, et c'est d'ailleurs cet ergonome qui est notre référente handicap. Donc elle est un peu sur la double mission d'avoir une gestion globale de la convention FIP et en parallèle son cœur de métier initial, les études ergo. On a engagé beaucoup d'actions en matière de communication. Il y a ensuite tout ce qui concerne les recrutements. Alors à la fois les recrutements externes de personnes en situation de handicap, puisqu'on s'est fixé des objectifs assez ambitieux en la matière, mais aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'apprentissage, puisque c'est un axe fort du FIP. Il se trouve que dans les hôpitaux, le recrutement d'apprentis se développe depuis quelques temps, donc on essaye de croiser les deux et puis d'être actif en la matière. Et puis, dernier point, ce qu'on a appelé les groupes de parole chez nous, c'est-à-dire que toute personne qui a un arrêt d'une durée supérieure à 6 mois fait l'objet d'un contact particulier. On lui propose, en dehors de l'hôpital, un temps d'échange avec une psychologue du travail. L'idée étant de le faire progressivement cheminer sur sa situation, sur le handicap éventuel et les difficultés de santé qui se posent à lui, et de préparer intelligemment une reconversion ou une réintégration au sein de l'hôpital. Donc c'est tout un travail à la fois pratique et je dirais aussi un peu psychologique qu'on essaye de faire via ces groupes de parole. Merci beaucoup, Monsieur Baud. En effet, une initiative qui pourra être reproduite chez ceux que ça va inspirer pour anticiper la reprise suite à un arrêt longue durée. Chez vous, à l'Université d'Orléans, Monsieur Gendron, si on devait reprendre les principales actions, alors évidemment, ça va se recouper un petit peu, j'imagine, mais pour illustrer, pour ceux qui n'ont pas de convention, le quotidien des actions que vous mettez en place. Alors, déjà, il y a un effet tout à fait net depuis qu'on conventionne, c'est une meilleure fluidité du processus de recrutement et de maintien dans l'emploi, puis l'aménagement des postes et des conditions de travail s'est largement amélioré. Il y a un point qu'on n'a pas dit, mais qu'il faut évoquer, et je répondrai juste après à votre question, c'est bien avoir en tête que il s'agit, on a un financement FIP, mais c'est bien un cofinancement avec l'employeur. C'est important de le rappeler parce que ça peut générer des malentendus. Alors,
chez nous, on a beaucoup on travaillé sur la question de l'apprentissage, puisqu'il se trouve qu'on est un établissement de formation. Hein, donc, l'idée, c'est de travailler, de sourcer les potentiels apprentis en notre sein, même si on peut aussi faire des recrutements externes, et d'avoir des lieux d'apprentissage en interne à l'Université d'Orléans. L'autre élément qu'on a beaucoup travaillé, évidemment, c'est la sensibilisation et la communication, j'allais dire comme beaucoup d'acteurs. Ce qui se trouve que quand on regarde la répartition des bénéficiaires de l'obligation d'emploi en fonction des deux grandes familles d'emploi qu'il y a dans une université, et là-dessus, on n'est pas les seuls, c'est pas spécifique à l'Université d'Orléans. Il y a les enseignants, enseignants-chercheurs, d'un côté les personnels administratifs. Là où les BOE sont les plus nombreux, c'est du côté des personnels administratifs. Et notre travail, il doit viser aussi à sensibiliser et à bien communiquer auprès des enseignants et enseignants-chercheurs, auprès des labos de recherche, pour pouvoir mieux accueillir des personnels en situation de handicap. Et puis, il y a tout un travail aussi d'accompagnement, j'allais dire personnel ou personnalisé plutôt, vis-à-vis des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Là aussi, hein, qui s'est beaucoup mieux structuré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant, mais disons qu'on a beaucoup mieux structuré les choses. On a fait le choix, on parlait d'approche innovante tout à l'heure, on a fait le choix, et j'en suis un peu le responsable, de ne pas pour cette première convention, aller dans cette direction, parce qu'on s'est dit que dans un premier temps, c'était important de pouvoir mener à bien cette première convention, et puis d'en mesurer les effets pour ensuite, peut-être dans la seconde convention, mais là, vous aurez compris que je n'en serai pas responsable, dans la seconde convention, pouvoir aussi travailler sur des approches innovantes. Merci beaucoup pour ces éléments qui rendent encore plus concret le quotidien des conventions et ce que cela permet. Il y a pas mal de questions sur le chat, je ne pourrais pas toutes les prendre, mais je vous invite aussi à contribuer les uns et les autres. Pour répondre à Stéphanie, y a-t-il une trame à partir de laquelle nous pouvons travailler sur la mise en place d'une convention, sur les thématiques, sur les objectifs? La réflexion sur le conventionnement, elle commence par un diagnostic, par un état des lieux, on va dire, de la situation et de ce qui est engagé par l'établissement. Ce travail-là, il va être réalisé conjointement avec votre directeur territorial au handicap, qui est le représentant régional du FIPHFP. Donc, je vous invite, je ne sais pas exactement de quelle région vous êtes issu, je vous invite à prendre contact avec cette personne référente. Vous trouverez ses coordonnées sur le site du FIPHFP, sinon vous revenez vers nous si vous ne trouvez pas. Mais qui vous permettra déjà de vous aiguiller, de vous donner les principaux éléments. Il y a un webinaire qui a été réalisé il y a un an et demi, en novembre ou décembre 2020, qui reprenait pas à pas ce que compose ce diagnostic. Donc vous pouvez également, Emeline qui anime le chat pourra vous repartager le replay de ce webinaire qui détaille un petit peu plus ce qui vous est demandé dans la phase de diagnostic, de préparation, de bilan. Géraldine qui nous demande comment étudier seule la pertinence d'un conventionnement pour présenter les résultats d'études à votre direction. Également, je vous préconise de vous rapprocher de cette personne référente pour avoir déjà un échange, avoir des arguments. Alors aujourd'hui, on en a partagé un certain nombre, des avantages que vous allez pouvoir faire valoir auprès de votre direction, auprès de votre DRH pour faire porter ce projet. Je crois que vous l'avez entendu dans les propos de messieurs Baud et messieurs Gendron, que ce n'est pas un projet qu'on va pouvoir porter seul sur ses épaules, mais bien une dynamique collective qu'il va falloir mettre en place. Donc voilà, il va falloir trouver les relais, en tout cas en interne. Dernière question, avant de pouvoir passer au témoignage des centres de gestion, peut-être sur les impacts que vous avez pu observer. Alors, pour l'Université d'Orléans, c'est un petit peu plus récent, mais y a-t-il des impacts concrets que vous avez pu observer auprès des agents suite à la mise en place de cette convention? Alors les agents, ils sont d'abord, ils ont compris qu'il y avait une vraie politique handicap, et ça c'est important, parce qu'on avait des agents qui n'osaient pas évoquer leurs problématiques,
de peur peut-être de ne pas être entendu, et aussi de peur d'avoir une carrière avec une évolution, je dirais, différenciée, ralentie, pour se dire les choses de façon absolument claire, par rapport aux autres. Aujourd'hui, on a beaucoup moins cette problématique-là. Je dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle est réduite dans la mesure où l'université affirme clairement cette politique, et que la DRH et la direction générale s'en sont très clairement emparés, hein. Donc c'est vraiment, au moins de ce point de vue-là, c'est un véritable plus. Pour l'instant, et vous aviez raison de le signaler, on n'observe pas de grands bouleversements concernant les chiffres, concernant les données quantitatives, mais par contre, on observe plutôt des évolutions favorables du point de vue qualitatif. Super, merci beaucoup pour ce témoignage. Pour vous, du côté de l'hôpital de Blois, puisque vous en êtes déjà à plusieurs conventionnements, comment ont pu évoluer les représentations du personnel sur le handicap? Alors via la structuration, via cette convention, mais pas que, plus globalement à travers votre politique handicap. Monsieur Bot, est-ce que vous avez un retour sur ces impacts auprès des agents? Écoutez, c'est difficile, il y a beaucoup de facteurs, mais l'indicateur principal, ça reste le taux de travailleurs handicapés dans la structure. Et ce qu'on constate à Blois, c'est que depuis qu'on a mis en place une convention, depuis donc 2013 et 2014, le taux n'a cessé d'augmenter et aujourd'hui on est à plus de 8%, ce qui est supérieur à la moyenne dans les hôpitaux français. Alors encore une fois, il y a beaucoup de facteurs explicatifs. Je pense que la question du handicap aussi est un peu moins tabou dans la société en général. Et donc, il n'y a pas que la politique handicap et le conventionnement qui sont à l'origine de ce bon résultat quantitatif. N'empêche que c'est une réalité très claire. Et puis, moi, ce que je constate dans mon quotidien, c'est que, et c'est là où il y a une grande évolution, c'est que nos managers, nos responsables de service, nos responsables de secteur sont beaucoup plus ouverts à ces questions. Avant, quand on commençait à leur parler de situation de handicap, ils se demandaient ce qui allait leur tomber dessus, comment ils allaient pouvoir gérer les problématiques RH. On sentait tout de suite les inquiétudes et les multiples freins qui se mettaient. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est facile, que tout est simple, il y a encore beaucoup à faire, et puis les sujets sont parfois complexes. N'empêche qu'il y a une forme de normalisation, je ne vais pas dire de banalisation, mais en tout cas, le fait de pouvoir accueillir dans son unité un agent reclassé fait partie je dirais, des règles de base. Et le dialogue est beaucoup plus libre et facile avec nos acteurs. Et évidemment, derrière, l'intégration des agents en question est beaucoup plus facile. Et on a d'ailleurs certains services aujourd'hui dans l'hôpital qui sont exclusivement composés d'agents en reclassement. L'exemple peut-être un peu caricatural, mais c'est le standard de l'hôpital où il y a une dizaine d'agents au total qui sont tous en situation de handicap ou agents reclassés pour raison de santé. Ok, merci beaucoup. Donc, on le voit là à la fois sur l'aspect quantitatif, sur l'évolution du taux de BOE, et puis à la fois dans les mœurs, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans les pratiques au quotidien. Cela a pu débloquer certaines choses, développer davantage de dialogue, d'écoute probablement. En tout cas, merci à tous les deux pour vos témoignages respectifs. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous propose, alors vous pouvez continuer à répondre aux questions si vous le souhaitez sur le chat, mais on va passer désormais au témoignage de 2 centres de gestion. On a la chance d'avoir 3 représentants aujourd'hui parmi nous. Le centre de gestion 36 de l'Indre et le centre de gestion de l'Indre-et-Loire, le 37. Donc vous l'aurez compris, réunis en Centre-Val de Loire, puisque c'est cette région qui porte ce webinaire aujourd'hui. Les centres de gestion, comme l'a expliqué tout à l'heure Monsieur Mabon, accompagnent les collectivités territoriales sur leur département, sur de nombreuses thématiques, mais entre autres sur la question du handicap. Et nous allons essayer de comprendre ensemble l'étendue de cet accompagnement, comment est-ce qu'il se matérialise. Et donc, j'ai pour ça le plaisir d'accueillir, de réaccueillir Alain Crespin, donc le correspondant handicap du CDG 37, Xavier Elbaz, le président du CDG 36, et Élodie Comblé, correspondante handicap du CDG 36. Bienvenue à tous les 3. Déjà, est-ce que vous nous entendez tous? Est-ce qu'on vous entend? Oui, j'entends.
Oui. Super. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, peut-être je me permets une première question pour vous, Monsieur Elbaz. De manière assez générale, que représente ce conventionnement avec le FIP pour vous en tant que CDG 36 et aussi pour les collectivités du département? Alors pour nous, c'est une formidable opportunité puisque, si vous permettez, je vais partir sur un premier constat. C'est quelque chose qui est très récent pour nous et donc ce sont des sujets qui se sont imposés, je trouve que c'est le bon terme, qui se sont imposés au CDG et aux collectivités de notre département ces dernières années. Le constat qu'on a fait, il est très simple. On a constaté qu'il y a eu une augmentation du nombre d'arrêts de travail avec une augmentation également des demandes de mise en retraite pour invalidité. Et donc, fort de ces constats-là, on se disait qu'il y avait un sujet et qu'il fallait les traiter. Nous n'avions pas au centre de gestion de la fonction publique de l'Indre, nous n'avions pas une réelle politique d'accompagnement et d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Et c'est d'ailleurs le dernier grand chantier, chronologiquement, que nous avons lancé depuis ces 2 dernières années jusqu'à la signature de la convention. Et donc, pour répondre à votre question, la signature de cette convention avec le FIP nous permet de nous engager sur cette thématique qui est, comme je viens d'expliquer, prépondérante pour nos collectivités et de bénéficier surtout des moyens au sens large, pas que financiers, mais je vais y revenir, du FIP. Ok. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Peut-être pour encore mieux comprendre le champ d'intervention du CDG en la matière, grâce à l'intervention de cette convention, je me tourne vers vous, Élodie Comblet. Quel est votre rôle, alors vous en tant que référente handicap, mais aussi vous en tant que CDG 36, auprès des collectivités que vous accompagnez? Alors, déjà, en tant que référente handicap, on est un petit peu le bras armé du FIP sur le département. Donc, on intervient en proximité avec les collectivités. Après, nous, par rapport au CDG 36 et aux axes d'intervention, en fait, on a ciblé par rapport à l'état des lieux, en effet, qu'on avait pu faire, comme vous l'a dit Monsieur Elbaz. Donc, la priorité de nos interventions, et très rapidement, se sont tournées vers l'axe maintien dans l'emploi. Donc, parce qu'on avait beaucoup de collectivités qui étaient en peine face à l'absentéisme des agents, face aux déclarations d'inaptitude ou à la mise à la retraite pour invalidité, qui souhaitaient vraiment en fait essayer de trouver une issue par rapport à la gestion de ces situations, autant pour les agents, parce que voilà, essayer de trouver une solution de maintien dans l'emploi, c'est aussi reconnaître les compétences de ces agents, l'investissement des agents dans les collectivités. C'est aussi pas contribuer à l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, et puis dans le contexte dans lequel on est, c'est un vrai enjeu social aujourd'hui. Et puis financier aussi, parce que forcément, quand on a un agent qui est en arrêt de travail, eh bien, il faut indemniser cet arrêt, il faut se restructurer. Voilà, donc il y a pas mal d'enjeux. Donc les collectivités, en fait, elles ont rapidement demandé à ce qu'on les accompagne sur ces sujets-là. Et on a eu, nous, une adhésion rapide des services de médecine préventive, parce qu'au CDG 36, on n'a pas de médecins en interne, des médecins de prévention. Donc on travaille avec 2 structures qui également étaient un petit peu en peine avec le statut de la fonction publique territoriale aussi. Donc on est vraiment le relais là-dessus. Donc le maintien dans l'emploi et tout ce qui est aménagement de poste, accompagnement au reclassement et à la reconversion, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très demandé. Ensuite, le second axe sur lequel on intervient beaucoup, et qui est de fait le plus important, c'est tout ce qui est question de communication et de sensibilisation, parce qu'en effet, on ne peut pas déployer des missions si ce n'est pas connu, bien connu, et si on ne parle pas le même sujet. Donc voilà, donc on a eu sur l'année passée, on a beaucoup sensibilisé les élus, les secrétaires de mairie, les assistants de prévention et les managers sur la question du handicap, la notion aussi du statut de travailleur handicapé, de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, pour leur démontrer que ça peut avoir un intérêt aussi d'avoir des agents avec cette reconnaissance, qu'il y a des aides du FIP, qu'on peut trouver des solutions en fait. Donc voilà, on s'est déplacé sur tout le département dans le cadre de nos rencontres territoriales pour mettre en place des ateliers thématiques avec vraiment des jeux ludiques pour dédramatiser le statut de travailleur handicapé, parce que voilà, on connaît tous les stéréotypes qui sont liés à la notion de handicap. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous. Donc, on fait souvent des webinaires, on fait souvent des articles dans nos mensuels, dans nos outils de communication interne pour parler de handicap sans parler de quelque chose qui fait peur.
On déploie aussi, on voit que ça fonctionne bien, tout ce qui est accompagnement à l'insertion et au déploiement de l'apprentissage, donc l'intégration de travailleurs handicapés dans la fonction publique. Les collectivités commencent de plus en plus à nous saisir. Comment mettre en place une politique handicap, comment faire pour... est-ce qu'elles font partie des collectivités soumises à l'obligation d'emploi ou pas? Comment est-ce qu'on déploie ça? Validation de profil, projet de recrutement. Donc ça, c'est super intéressant. Et nous, vu que c'est notre première convention, on travaille aussi du coup du partenariat parce que ces métiers-là, on ne peut pas les déployer tout seul. Donc on travaille avec le Cap Emploi, on va déployer un partenariat avec les missions locales, les CFA. Donc pas mal de choses là-dessus, notamment sur l'apprentissage. Et enfin, on a pris le parti, nous, en Axe Innovant, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de sensibiliser aussi en fait les secrétaires de mairie et les futurs secrétaires de mairie, parce qu'on a la chance de gérer la formation des secrétaires de mairie, donc avec le Greta et avec un financement du conseil régional. Donc en fait, on a pris le parti d'intervenir au sein de cette formation pour sensibiliser les futurs secrétaires sur justement cette politique handicap, le statut de travailleur handicapé, etc. Et en parallèle, moi, en tant que correspondante handicap, j'accompagne aussi et on essaie de promouvoir l'insertion de personnes aussi reconnues travailleurs handicapés dans cette formation pour permettre ensuite et faciliter derrière leur inclusion sur un poste de secrétaire de mairie, avec ce statut de travailleur handicapé. Donc, il y a vraiment un double enjeu, en fait, pour nous d'intervenir sur cet acte-là. Voilà, à peu près. Eh bien, que d'actions et que de spectre très large de votre intervention. Monsieur Elbaz, justement, vous parliez de moyens tout à l'heure. Pour réaliser toutes ces actions, quels moyens vous donne cette opportunité de la convention avec le FIPHFP? Alors, le premier, évidemment, je ne vais pas vous mentir, ce sont des moyens financiers. Mais c'est majeur dans la politique qu'on souhaite développer. Sans ces moyens financiers, nous n'aurions pas pu recruter notre collaboratrice qui est à temps plein sur ces sujets-là, qui développe cette politique au cœur des collectivités. Donc, c'est le nerf de la guerre et c'est le premier moyen, si je puis dire, qui nous a été mis à disposition financier. Le deuxième, c'est peut-être un peu plus subtil, mais ça a son importance, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur la marque FIP avec tout ce que ça entend, c'est-à-dire c'est également un gage de sérieux, donc c'est finalement s'appuyer sur le FIP pour une meilleure communication, mais je suis persuadé que c'est dans les deux sens. À l'inverse, le FIP s'appuie également, dans le cadre de notre partenariat, sur le CDG qui est plus ancré dans les collectivités territoriales et notre département, pour ce qui concerne évidemment le CDG de l'Indre, pour se faire un peu plus connaître auprès des employeurs. Donc c'est un gage de qualité et sont vraiment à mes yeux les deux principaux moyens sur lesquels on peut travailler pour développer notre politique sur ce domaine-là. Ok, merci beaucoup pour ces deux éléments. Maintenant, je me tourne vers Monsieur Crespin. Je ne vous ai pas oublié. Au CDG 37, vous avez d'ailleurs plusieurs conventions à votre actif, puisque vous en êtes, alors vous me préciserez, j'ai plus au troisième. Cinquième renouvellement, oh là là. Oui. Cinquième convention. Alors, pour vous qui avez cette antériorité, quels avantages vous percevez dans le déploiement de cette convention FIP au CDG 37 ? Évidemment, j'en vois plusieurs. Alors, je vais reprendre évidemment un bon nombre d'éléments qui ont déjà été exprimés avant moi. Déjà, je pense que la convention FIP, elle permet très clairement, d'un point de vue pratique, de dépasser les seules limites d'une vision locale qui est forcément un peu réductrice et qui s'inscrit dans un schéma de pensée un peu plus large, notamment en bénéficiant de l'approche nationale. J'en veux pour preuve, par exemple, aujourd'hui, ce qui semble être une banalité, mais l'apprentissage des personnes en situation de handicap dans des structures pour lesquelles, naturellement, ce n'était pas un mode de recrutement naturel. Aujourd'hui, on en parle de façon très, très naturelle, très spontanée. Et pourtant, en 2017, lorsque cet axe a été développé par le FIP, on était loin, bien loin, d'être dans une routine, si je puis dire. Donc, ce conventionnement, il permet quand même de s'autoriser la mise en œuvre d'actions novatrices
mais également dans un dispositif qui est sécurisé, avec tout le sérieux que l'on peut, j'allais dire, attribuer au FIP. Ça, c'est une première chance. Après, répondre aux besoins des employeurs, comme vous l'ont dit ma collègue, le CDG, il a pour vocation d'être au plus près en fait, des collectivités et des employeurs publics. Et c'est vrai aussi que le catalogue des aides, très clairement, puisqu'on revient sur les éléments financiers, pratico-pratiques, la conjoncture des compétences qu'il y a en interne dans un centre de gestion. Nous, au CDG 37, on a la chance d'avoir une médecine de prévention internalisée. Moi-même, je suis ergonome, d'avoir des sociologues, enfin voilà, d'avoir des gens qui sont très en prise avec le réel de l'activité. Et ben, ça nous permet de répondre très concrètement à des situations individuelles, parfois complexes. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. Avec en plus le catalogue des aides, j'y reviens encore, mais qui s'étoffe, et qui s'étoffe toujours dans le bon sens, c'est-à-dire au tout début, on ne parlait que des bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens strict du terme. Et aujourd'hui, on voit très bien que les actions qui sont engagées, les actions notamment de formation, ça l'a été très bien dit tout à l'heure, vont au bénéfice de personnes qui s'engagent vers une situation d'inaptitude potentielle à l'emploi, et ça permet de redéployer en interne tout un système d'offres en termes de formation, d'évolution professionnelle, que peut-être on n'aurait pas mis en œuvre si on n'avait pas eu toutes ces aides à disposition. Donc, vous voyez, on voit aujourd'hui que le FIP nous permet d'oser, entre guillemets, des actions totalement novatrices, mais qui correspondent bien à la demande des collectivités. Ok. J'ai l'impression que ça a permis d'élargir le regard sur les différentes situations que vous avez pu rencontrer. Monsieur Crespin, justement, quels sont vos types d'interventions les plus réguliers? Et j'entends par là peut-être les enjeux qui préoccupent le plus les employeurs, selon vous. Alors, le maintien dans l'emploi, alors là, je ne vais pas être nouveau en disant ça. Très clairement, aujourd'hui, on a beaucoup d'agents qui ont des restrictions médicales parfois majeures, pour lesquelles il faut essayer, bien évidemment, de trouver des solutions et éviter l'écueil absolu qui est effectivement la retraite pour invalidité. Donc, moi, je suis appelé majoritairement, de par mes fonctions d'ergonome, sur le terrain pour essayer effectivement toujours de trouver des solutions, mais ces solutions, elles sont souvent en 2-3 temps. C'est-à-dire qu'on va proposer des solutions techniques, humaines, matérielles pour compenser les restrictions médicales, mais en un second temps, très rapidement, on voit aussi qu'il va falloir penser l'avenir. Et donc, très rapidement, on va intégrer les notions de GPEC, on va intégrer des notions qui sont de l'ordre vraiment du maintien à l'emploi au moyen et à long terme. On va être sur la gestion, très clairement, d'une carrière et de compétences. Et ça, on le fait en interne, mais également avec des partenaires extérieurs, notamment le Cap Emploi de Saint-Cyr-sur-Loire, pour ne pas le nommer, qui joue très bien son rôle, avec d'autres partenaires, la RPS, le CRP de Fontenay, donc des gens qui vont nous aider très concrètement à lutter contre le fléau de la désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment le maintien dans l'emploi. Le recrutement également, notamment via des formations qui sont organisées. Alors nous, ce ne sont pas des formations labellisées comme le font les confrères de l'Indre, sur notamment des postes de secrétaire de mairie. Nous, on est vraiment sur des profils adjoints administratifs polyvalents, donc à un niveau infra, mais avec un taux de réussite qui est quand même de l'ordre, c'est-à-dire de 70 à 80% pour des personnes qui sont effectivement en situation de handicap et en recherche d'emploi active, et pour lesquelles, à l'issue du cursus, pour 80% d'entre elles, entre 80 et 85%, on va vers l'emploi pérenne. Emploi pérenne, j'insiste bien, sur un suivi de 18 mois, c'est-à-dire qu'entre le moment où la personne entre en formation et le moment où effectivement elle a cet emploi pérenne, où elle est en voie d'être en autonomie pour l'avoir, le CDG s'investit pendant 18 mois avec les agents et ses partenaires. Merci beaucoup, Monsieur Crespin, pour ces illustrations qui nous permettent de mieux comprendre le champ d'intervention
du centre de gestion et les enjeux que vous prenez en main, en tout cas que vous accompagnez. Je vois quelques réactions sur le chat. Le FIP et Cap Emploi et la GFIP travaillent-ils ensemble des partenariats? Vous l'avez signalé tous les deux, hein, Élodie et Alain, cet accompagnement, il s'inscrit dans une logique partenariale. Donc vous allez travailler évidemment avec des Cap Emploi, avec des centres de rééducation, comme l'a mentionné Monsieur Crespin à l'instant. Ça s'inscrit dans un tissu local, évidemment, qui plus il sera développé, plus il sera dense, plus les personnes vont éviter les ruptures dans l'accompagnement. Et donc, en effet, oui, le FIP travaille avec le Cap Emploi comme il travaille en partenariat avec les centres de gestion, etc. etc. Pour vous, Élodie, est-ce que vous avez un exemple, peut-être sans reprendre les différents types d'interventions, mais un exemple d'accompagnement que vous auriez pu mener auprès d'une collectivité, toujours pour illustrer encore un petit peu plus le rôle des CDG? Oui, bien sûr, on en a plein, hein, des situations, mais je pense à une notamment qui posait un peu question au départ. En fait, les centres de gestion, déjà, on a la chance de gérer aussi la gestion et le secrétariat des instances médicales. Donc voilà, donc moi j'ai 2 collaboratrices sur les instances qui nous permettent aussi de pré-identifier des situations d'agents en arrêt de travail pour lesquels la reprise pourrait poser question. Et là, en l'occurrence, avec ma collègue, on avait été interpellés sur la question d'un agent qui avait subi un accident de travail avec quand même une amputation, hein, quelqu'un qui est agent technique, qui travaille en espace vert. Et donc, la collectivité avait commencé déjà à se dire que de toute façon, l'agent partirait en retraite pour invalidité parce qu'inaptitude à réaliser ses missions. Le fait qu'on ait pu anticiper, que j'ai pu rencontrer l'agent pendant son arrêt, qu'on ait pu contacter la collectivité pendant l'arrêt de travail, en fait, on a réussi à dédramatiser un petit peu la situation, à voir avec le médecin de prévention quel était vraiment l'état de santé de l'agent, quelles tâches il pouvait encore réaliser, lesquelles on pourrait aménager aussi ou organiser autrement. Et c'est vrai qu'après avoir pris le temps d'échanger avec la collectivité, les avoir rencontrés, avoir fait une étude de poste préalable, avoir gagné la confiance aussi, hein, de chacun, parce que ça, c'est important, parce que nous, on est neutre dans les interventions et on le démontre bien. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on gagne la confiance de chacun pour montrer qu'on n'est pas partie prenante ni pour la collectivité ni pour l'agent. On est là pour trouver une solution gagnant-gagnant, comme le disait Alain tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, l'agent pour lequel on partait sur une retraite pour invalidité a repris son poste en temps partiel thérapeutique avec quelques aménagements techniques, mais franchement, 3 fois rien, ça n'a coûté que 70 € à la collectivité. Le reste a été pris en charge par le FIP. On a eu un siège assis debout, du matériel un petit peu moins lourd, une réorganisation des tâches avec le collègue de travail. Et le temps partiel thérapeutique a permis de tester l'agent sur ses missions, de voir ce qu'on pouvait ajouter ou pas comme mission ou ce qu'on devait retoucher. Et là, aujourd'hui, on part vers une reprise qui va se pérenniser sur du temps plein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a des situations sur lesquelles on pense d'office que ça part mal et c'est pas forcément le cas à chaque fois. Je pense qu'Alain pourrait dire la même chose, je le vois hocher la tête. Souvent, voilà, on est vraiment dans une logique de compensation et l'ergonomie, c'est beaucoup de bon sens, mais encore faut-il prendre le temps de regarder les choses en ayant un regard neutre, sans voir directement le négatif. Bien évidemment, c'est pas toujours possible, mais comme le disait Alain tout à l'heure, là, cet agent, par exemple, en l'occurrence, je pense pas qu'il tiendra toute sa carrière là parce qu'il est encore jeune. On a commencé déjà à voir, à se questionner sur une potentielle reconversion dans les années à venir. Ça met du temps à se travailler une reconversion parce que c'est comme les phases du deuil. Il faut accepter aussi ce qui se passe. Il faut accepter déjà le handicap, les difficultés, autant pour la collectivité qui voit son agent réduit ou démuni, autant pour l'agent qui se voit aussi en faiblesse sur des choses qu'il maîtrisait avant. Et donc voilà, donc on pose des jalons aussi pour l'avenir. Et en attendant, aujourd'hui, il a repris son poste et ça se passe divinement bien et on en est vraiment très fiers, quoi. Super. Merci beaucoup, Élodie, pour cet exemple où on voit également la richesse de ce double regard, enfin en tout cas de ce regard pluridisciplinaire que vous avez pu apporter sur la situation, qui peut-être paraissait perdu d'avance, mais finalement où on peut trouver des solutions. Je crois, Alain, que vous aviez aussi dans cette logique pluridisciplinaire un projet d'intervenir sur le terrain à plusieurs professionnels. Est-ce que pour terminer ce webinaire, on peut, je vous adresserai une dernière question à chacun, mais partager ce projet si vous le souhaitez?
Oui, alors nous, on avait, alors évidemment, des sujets comme Élodie, on en a beaucoup, hein, des gens qui ont effectivement réussi au-delà des espérances. J'ai en tête comme ça quelqu'un qui avait une hémiplégie des membres supérieurs, quelqu'un qui était dans le domaine de la finance, à qui on a fermé des portes, hein, très clairement, dans le domaine du privé, et qu'on a recruté aujourd'hui. Et pour fermer la parenthèse, cette personne, elle est directeur financière donc d'un CCAS donc à Tours. Donc voilà, ça c'est une belle expérience. Dans les projets que l'on a, nous, puisque les collectivités ne viennent pas toujours au CDG, donc c'est le CDG qui va venir aux collectivités. On a le projet de monter une task force, alors en français une force d'intervention, c'est-à-dire avec tous les collègues médecins, sociologues, ergonomes, préventeurs, et bien d'aller justement traiter les problématiques dans leur cœur, de pouvoir s'attarder sur des choses qui ont été objectivées avant, de manière à répondre de manière formelle et complète sur les problématiques, avec des gens qui s'occuperont aussi, par exemple, de formation et d'évolution professionnelle. Donc voilà, c'est toujours cette question du CDG d'être en proximité du terrain, au plus près des acteurs, des employeurs et des agents, pour répondre effectivement à la problématique. Super. Merci beaucoup. On a hâte de voir ce que cette task force va pouvoir donner comme prochains exemples de parcours ou d'accompagnement qui, j'imagine, seront très riches. En tout cas, on sera friand de vos retours d'expérience quand vous en aurez, car s'il y a d'autres CDG qui nous écoutent, peut-être que certains pourraient aussi y puiser des idées. Une dernière question pour vous, Monsieur Elbaz, avant de clôturer ce temps d'échange. Ça fait déjà 1h15. J'ai un grand plaisir à partager avec vous tous, mais je vous avais promis 1h15. Dernière question, je m'adresse à vous autant en tant que maire d'une commune qu'en tant que président du CDG. Si vous aviez un bon conseil à adresser aux collectivités qui nous écoutent, quel serait-il? Et peut-être c'est l'occasion de passer un dernier message pour clôturer cet échange. Ah, c'est une excellente question. C'est de ne pas avoir peur. Alors forcément, quand on est dans la situation d'employeur, d'avoir un agent en situation de handicap au sens large, comme l'a dit Élodie Comblé, c'est un gros mot, ça fait peur aujourd'hui, handicap pour l'employeur. Mais c'est justement d'essayer de sortir de notre zone de confort, de sortir des clichés qui sont c'est humain, c'est naturel, mais ils sont souvent erronés. Et donc de ne pas avoir peur et de se lancer dans cette aventure, parce que finalement elle est positive pour tout le monde, évidemment pour l'agent, mais pour la collectivité qui a beaucoup à tirer de choses bénéfiques d'avoir un agent en situation de handicap, et surtout de mettre en place toute une batterie de dispositifs qui permettent que tout se passe bien. Donc voilà, moi mon seul conseil c'est de ne pas avoir peur, et il y a beaucoup d'accompagnements qui existent, c'est un peu l'objet de la discussion ce matin, et que les choses se passent très bien, en général, voire quasi tout le temps. Super. Eh bien, merci pour ce dernier message très encourageant qui permettra, en tout cas à ceux qui nous écoutent, d'y puiser l'énergie nécessaire pour rassembler les énergies. On a vu que ça ne se faisait pas tout seul, mais qu'en tout cas, vous avez tous montré qu'à travers l'engagement de vos établissements, on peut accompagner, on peut trouver des solutions, il y en a, et le FIP est là aussi pour vous accompagner dans cette démarche. Je vous remercie très chaleureusement les uns et les autres d'avoir accepté d'intervenir et de témoigner dans ce webinaire. Christian Magon pour le FIP, François-Xavier Baud et Bruno Gendron pour le CH de Blois et l'Université d'Orléans côté employeur, et puis Élodie Comblé, Alain Crespin et M. Elbaz pour le côté CDG. Vous avez été autant d'inspiration. Merci pour cette heure et quart passée ensemble. On aurait pu continuer bien longtemps. J'avais plein d'autres questions à vous poser, mais ce sera l'occasion des prochaines rencontres. Vous savez que les réseaux Handipact proposent des rencontres tout au long de l'année. Simplement pour vous partager la prochaine date, il s'agira, en tout cas sur les webinaires nationaux, il s'agira de l'offre de service du dispositif d'emploi accompagné qui se déroule fin janvier ou début février prochain. Vous avez tous les liens d'inscription, les différents replays, etc. à retrouver sur le site du FIPHFP. En tout cas, vous avez également le petit formulaire d'évaluation pour nous faire vos retours sur cet échange disponible
sur le chat. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, bonne semaine et au plaisir de se retrouver bientôt au détour d'une rencontre. Merci. Et merci encore à tous les intervenants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.